Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a été très souvent demandé sur la chaîne, la numérisation de négatifs argentiques à l'aide d'un appareil photo numérique. Pour le coup aujourd'hui je vais numériser différents formats, donc du 35 mm, du moyen format 6.4.5 et 6:7 sur les différentes bandes numérisation, donc sur le banc de reproduction numérique avec l'appareil photo, sur le scanner RPS-10M pour le 35 mm et sur l'Epson V550, et on va comparer un petit peu ces différents formats pour essayer de voir ce qui rend le mieux en termes de qualité, et on parlera aussi des avantages et des inconvénients de tel ou tel système au-delà de la qualité d'image, parce qu'il peut aussi y avoir des inconvénients et des avantages en termes de coût et en termes de mise en place et d'encombrement. Donc on va essayer de faire une vidéo un petit peu complète sur le sujet. C'est parti, on va commencer à numériser des films. Alors pour te présenter un petit peu le setup que j'ai mis en place, alors c'est pas forcément le setup le plus conseillé au monde, il y a 2-3 petites choses qu'on peut largement améliorer, mais l'idée pour moi c'était déjà de tester avec ce que j'ai sous la main avant éventuellement d'améliorer un petit peu les choses. Alors le principe c'est qu'on va essayer de reproduire un scanner, le fonctionnement d'un scanner, donc d'avoir la première chose, c'est une source de lumière qui va éclairer l'arrière du négatif. Donc on peut avoir une table lumineuse, moi j'en avais pas, j'utilise une tablette réglée sur un écran blanc, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Comme l'écran est pas hyper défini et qu'on voit un petit peu les pixels au travers de l'appareil photo, les pixels de l'écran, j'utilise une feuille de papier calque pour casser un petit peu ce rendu, agir un petit peu comme un dépoli. Alors ça va rajouter une petite texture sur notre négatif, mais après le premier test, ça marche pas trop avec le calque, ça rajoute trop de texture sur le négatif, donc j'ai trouvé une table lumineuse qui nous reste, qui est à néon, donc qui fournit pas un éclairage aussi propre que à LED, mais qui sera déjà plus neutre que l'éclairage avec le calque. En termes d'équipement optique, donc là c'est un Sony A7 II, et dessus j'ai monté une optique 24-70 qui a une fonction macro, donc une optique Canon. Et pourquoi c'est important cette fonction macro? Justement pour avoir ce rapport de grossissement, pour pouvoir être au plus proche du négatif possible. Alors la fonction macro là, ça équivaut en fait à un 80 mm macro à peu près quand il est réglé là-dessus. On va voir ce que ça donne avec cette optique-là. L'essentiel c'est d'avoir une optique de la meilleure qualité possible, parce que selon la qualité de ton optique, forcément au niveau des bords, au niveau de la résolution optique, plus tu vas avoir une optique de meilleure qualité, moins tu auras de problèmes dans ta numérisation. L'autre solution, si tu n'as pas d'optique macro récente, c'est d'utiliser des optiques anciennes avec un soufflet macro. Mais là, c'est pareil, tu risques de perdre aussi en qualité optique, notamment dans les coins de tes photos. Donc ça, c'est un petit peu à voir, et ça va vraiment dépendre, la qualité de ta numérisation va vraiment dépendre de l'optique que tu utilises. Donc là, j'ai essayé avec ça parce que c'est pareil, c'est ce que j'ai sous la main. Mais dans l'idéal, il faudrait peut-être utiliser une optique macro dédiée. Ensuite, pour ce qui est du montage de l'appareil photo, j'utilise un trépied qui m'a été envoyé par KNF, qui est assez pratique justement parce qu'il permet de monter l'appareil photo sur les deux axes, donc d'avoir ce montage un petit peu à l'envers pour essayer d'avoir un appareil photo qui soit vraiment parallèle avec le plan focal. Donc là, je pense qu'on est vraiment tout pile, faudrait éventuellement vérifier avec le niveau, mais je sais pas où il se trouve là sur ce trépied, il y a également un niveau, mais c'est un trépied qui est assez pratique pour ça et que j'ai commandé vraiment pour ça, et que je te conseille si tu veux tester. C'est un trépied qui coûte pas très cher et il y aura des liens dans la description pour l'acheter puisqu'il m'a été fourni par KNF dans le but de réaliser cette vidéo. Je pense qu'on a tout, et on va commencer à monter nos négatifs dans nos passes vues pour commencer à numériser et faire nos petits tests. On va commencer par un négatif moyen format 6:4,5. Pour le monter, j'utilise le Lomo Digitaliza, dont je vais faire la review très bientôt, et qui est un holder que je recommande pour ce genre de truc parce qu'il facilite vraiment le montage du négatif. Donc on va faire ça rapidement. Hop. On va mettre la petite plaque aimantée en dessous. L'avantage de ce holder, c'est qu'il permet d'avoir vraiment un négatif très très plat et donc d'éviter d'avoir un négatif curlé, puisque là c'est pareil, comme on va numériser, il faut absolument que notre négatif soit le plus plat possible, et on va venir le mettre sous le banc de numérisation.
Une fois le setup installé, le processus de numérisation est plutôt simple. Il va s'agir de mettre notre négatif sous l'optique, de remplir le cadre de la photographie avec l'image de notre négatif, vraiment faire en sorte qu'elle occupe le plus possible l'espace, qui est le moins de noir possible. Alors je laisse toujours des petites bordures parce qu'on va en avoir besoin pour l'inversion du film ensuite sur le logiciel, donc ça c'est assez normal. Et forcément, selon les formats, il ne sera pas possible de toujours remplir intégralement le cadre. Autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien sûr d'avoir l'optique vraiment parallèle au film, et c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre. Là, tu me vois en train de régler les différents pieds pour vraiment être sûr d'avoir un négatif bien parallèle, et ça m'a pris pas mal de temps, surtout que ma table lumineuse est un petit peu penchée, elle n'est pas totalement plane, donc ça a pris un peu de temps pour avoir vraiment un réglage optimal. En termes de réglage, ne pas hésiter à fermer un peu le diaphragme pour vraiment avoir la meilleure profondeur de champ et le plus de détails possible pour ta photo et éviter de travailler à pleine ouverture. Là, tu vois un petit peu le temps que ça me prend pour réorganiser le setup en changeant de format, parce que forcément le rapport de grossissement va changer si je veux remplir le cadre avec le négatif 35 mm qui est plus petit. Alors je dis pas que c'est forcément représentatif de quelqu'un qui serait habitué ou qui aurait installé ça de manière permanente sur une colonne d'agrandisseur par exemple. Moi je pars vraiment dans l'optique de tu fais ça dans ton salon avec le matériel que tu as déjà chez toi. Donc forcément il y a des méthodes bien plus efficaces et bien plus rapides pour faire un setup similaire au mien. Mais voilà, là c'est vraiment avec les moyens du bord pour te montrer un petit peu comment tu peux faire toi avec ce que tu as. Maintenant qu'on a nos images de test, on va pouvoir décharger la carte de l'appareil photo sur l'ordinateur et passer sous Lightroom pour procéder à l'inversion des couleurs et transformer ces photos, ces prises de vue de négatifs en réelles photographies. Et pour ça, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Negative Lab Pro et qui est un plugin pour Lightroom. Negative Lab Pro, c'est le logiciel magique qui va charger d'inverser ton négatif pour le transformer en image positive. Donc là, tu vois, je commence à faire la balance des blancs sur le masque du film pour avoir un point noir. Je recadre la photo au bon format pour définir la zone d'analyse du plugin. Et je vais ensuite faire venir le plugin pour faire ma conversion. Donc là, voilà, ça va être la conversion réelle, puisqu'avant c'était des réglages sauvegardés. Et tu vas voir apparaître la photo en positif telle qu'elle devrait apparaître. Si tu veux plus d'infos sur Negative Lab Pro, j'en ai fait une présentation rapide que tu retrouveras à la fin de cette vidéo ou directement sur le petit i qui s'affiche en haut de ton écran. Et sache que c'est un plugin que tu peux aussi utiliser lorsque tu utilises un scanner pour numériser tes images. Il suffit de scanner tes images en positif et de faire l'inversion ensuite dans Lightroom directement. D'ailleurs, pour la comparaison des images qu'on va faire là, entre les images capturées par un appareil photo qu'on vient de faire et les images numérisées par un scanner, sache que l'inversion aura été faite dans les deux cas avec Negative Lab Pro. Tout simplement pour éviter le biais logiciel dans l'interprétation des couleurs, puisque chaque logiciel d'inversion, chaque logiciel de scan va avoir ses algorithmes particuliers pour le calcul des couleurs. Et donc il était important pour moi d'éliminer le plus de biais possible et donc de passer par le même logiciel pour le calcul des couleurs. Là, tu vois également un désavantage de passer par cette méthode de numérisation avec un appareil photo, c'est que tu perds tout ce qui est élimination logicielle des poussières que tu peux retrouver sur pas mal de logiciels de scan. Et si tu n'as pas bien nettoyé ton négatif ou si, comme c'était mon cas, ta table lumineuse n'est pas impeccablement propre, tu vas te retrouver avec des petites marques et des petits défauts que tu vas devoir corriger de manière logicielle sous Lightroom ensuite. Lançons-nous maintenant dans la grande comparaison des résultats avec des résultats qui m'ont un petit peu surpris. On commence par la numérisation du format 6:7 avec l'appareil photo qui a donné au final, après recadrage, un fichier de 5727 sur 4000 pixels, ce qui fait environ 20,9 mégapixels, ce qui est plutôt très raisonnable. Avec le scanner, on arrive à un fichier de 5731 pixels sur 4639, ce qui donne un fichier de 26 mégapixels en utilisant une résolution à 1600 dpi, ce qui est plutôt pas trop mal. Le bon résultat du scanner s'explique par le fait que le 6:7 c'est un grand format négatif, donc c'est assez facile à numériser, et le chiffre relativement faible du Sony A7 s'explique du fait que comme j'ai utilisé une optique qui n'était pas vraiment une optique 100% macro, puisque le rapport de grossissement n'est que de 0.7, on est un petit peu en dessous de ce qu'on peut tirer du capteur, on est obligé d'éliminer pas mal du cadre, donc on pourrait améliorer ce résultat jusqu'aux 24 mégapixels du capteur avec une meilleure optique macro.
Si on compare la résolution et l'impression de netteté des deux images, on est à peu près équivalent en termes de qualité d'image avec des rendus qui vont un petit peu différer malgré tout. Il y a un petit peu plus de dynamique de couleur et de marge au post-traitement avec le RAW du Sony A7, mais c'est pas non plus démentiel, sachant que là, j'ai pas retraité réellement les images derrière et c'est plus ou moins du brut de scan, j'ai pas cherché à les faire matcher au niveau des couleurs particulièrement. Si on passe maintenant au niveau du 6 par 4,5, le Sony A7 va nous donner un fichier de 3393 sur 4669 avec une résolution totale d'environ de 15,9 mégapixels. Encore une fois, ce chiffre peut être amélioré en utilisant une meilleure optique macro. Sur l'Epson V550, en poussant un petit peu la résolution de numérisation à 3200 dpi, on obtient un fichier de 4493 sur 5888, ce qui donne un fichier de 29,5 mégapixels. Sachant que c'est à 3200 dpi logiciel que l'Epson V550 atteint sa résolution optique idéale. Si on regarde des crops à 100% au centre et sur les côtés, on a une qualité d'image et une résolution qui est relativement équivalente, quelle que soit la méthode de numérisation, et ça s'explique parce que malgré tout, on est encore sur un format négatif qui est relativement grand, donc il n'y a pas trop de mal à le numériser, quelle que soit la méthode utilisée. C'est quand on arrive au niveau du format de 35 mm qu'on va voir les plus grosses différences entre les différents fichiers. On commence avec une image d'un négatif 35 mm numérisé par l'Epson V550 à 3200 dpi, donc ce qui va donner 1600 dpi optique, et on tombe à un fichier de 6 mégapixels avec 3192 sur 2727 pixels uniquement. Forcément, comme le négatif est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir un fichier haute résolution, et à 6 mégapixels, si on pourra quand même avoir des résultats corrects sur des petits tirages 10 par 15 ou 13-18, dépasser le 20 par 30 en tirant vraiment sur la corde sera difficile pour garder une qualité d'image correcte. En comparaison, la numérisation avec le Sony A7 donne un fichier de 4093 sur 2732, ce qui fait environ 11 mégapixels, et ce qui va être déjà beaucoup plus confortable en termes de résolution, surtout si l'on veut faire des agrandissements. Surtout en gardant en tête qu'en utilisant une meilleure optique macro avec un meilleur rapport d'agrandissement, on pourrait garder des fichiers de 20 à 24 mégapixels et avoir vraiment une numérisation de très bonne qualité en comparaison d'un scanner à plat. Passons ensuite sur le scanner dédié, le Reflectar PS10M que j'utilise habituellement, qui est un scanner qui propose une résolution optique d'environ 4800 dpi. Et sur une numérisation donc à 5000 dpi, on va obtenir un fichier de 7089 sur 4727, soit un fichier énorme de 33 mégapixels. Il faut garder en tête que le Reflectar, c'est un scanner qui est assez coûteux, qui coûte autour de 800 € et qui allie à son haut pouvoir résolvant et sa capacité à faire des fichiers de très haute résolution, un autofocus qui permet d'avoir vraiment une mise au point nette sur l'ensemble du négatif. Donc c'est vraiment un équipement spécialisé qu'on ne retrouvera pas dans toutes les maisons et dans tous les laboratoires maison. Quand on compare maintenant des crops à 100%, le Sony A7 a un net avantage face à la numérisation par le scanner à plat, l'Epson V550. On a un fichier qui est bien plus détaillé et surtout avec une bien meilleure résolution. Mais dès qu'on passe au Reflectar, le Reflectar propose un fichier quasiment 3 fois plus grand que le Sony A7 en termes de résolution et avec un niveau de détail beaucoup plus important. Si tu veux télécharger les images pour les analyser au calme et les comparer sur ton ordinateur, il y aura un lien pour télécharger la version HD de tout ça dans la description. Je voudrais aussi nuancer la numérisation avec l'appareil photo du fait que j'ai pas utilisé une optique complètement macro. On n'est pas forcément dans les super règles de l'art et on pourrait améliorer les résultats même si on pourrait pas dépasser les 24 mégapixels de résolution du capteur du Sony A7. Dans la description, tu trouveras aussi des liens vers des gens qui ont poussé le truc un petit peu plus loin avec des colonnes d'agrandisseurs, etc. et qui ont fait des montages un petit peu plus qualitatifs que le mien qui était plus du bricolage avec ce que j'avais chez moi puisque c'est aussi le but de cette technique d'utiliser ce que tu as déjà chez toi. Après toutes ces informations et cette comparaison, je vais maintenant essayer de faire la synthèse de tout ça, au-delà simplement de la question de la qualité d'image dont on a surtout parlé jusqu'alors, mais parler également de l'aspect confort, de l'aspect finance, pour voir si cette technique de numérisation te convient et pour voir à qui elle peut éventuellement convenir le mieux. On va d'abord parler finance, puisque c'est quand même la chose assez importante quand on va numériser ses films soi-même. En général, c'est pas forcément par volonté, mais c'est surtout par volonté d'économiser, parce que avec le prix des films qui a tendance à augmenter, on peut économiser facilement sur la numérisation de ces films, puisque c'est une prestation qui coûte assez cher en labo. Numériser avec son appareil photo, est-ce moins cher? En fait, tout va dépendre du matériel dont tu disposes et de ton utilisation. Le gros désavantage d'un scanner à négatif, c'est qu'il va ne servir
uniquement à numériser des négatifs. Sans aller jusqu'au Reflecta qui coûte à peu près 800-900 €, un scanner dédié au 35 mm de bonne qualité te coûtera au minimum 250 à 300 €. Si tu veux un scanner qui fasse à la fois du moyen format et du 35 mm tout en gardant un certain standard de qualité, ça va être également assez compliqué. L'avantage d'utiliser l'appareil photo si tu as déjà un bon appareil photo, c'est que non seulement tu pourras numériser tout type de format avec ton appareil photo, mais également tu pourras tout simplement faire des photos en numérique de manière normale. Cependant, si tu ne fais que de l'argentique et que tu n'as pas d'appareil photo numérique, que tu dois acheter un appareil photo numérique pour ça, le calcul peut vite tomber en faveur du scanner. Puisque là, le setup que j'ai utilisé en termes d'appareil photo, on est à peu près entre 1500 et 1700 € à peu près, en termes d'optique et de boîtier. Et si j'additionne le prix de mes deux scanners à négatif, le V550 et le Reflecta qui donnent d'excellents résultats en 35 mm, eh bien on est à moins de 1000 €, on va être à peu près à 1100 € pour les deux scanners, sachant que tu n'as pas forcément besoin des deux scanners. Donc là, même en recherchant la qualité d'image la plus importante possible, ça va dépendre du matériel que tu as déjà chez toi. En résumé, si tu n'as qu'à acheter une table lumineuse et un trépied, ça vaut le coup de passer au niveau de ton appareil photo pour la numérisation. Si par contre tu dois acheter l'ensemble du setup de A à Z, il sera peut-être plus intéressant de te diriger vers les scanners à négatif dédiés, même ceux qui sont plutôt haut de gamme. Si on parle maintenant confort d'utilisation, ça joue aussi énormément dans l'appréciation et dans le temps qu'on va passer à numériser ces négatifs. Dans mon cas, je pense que ça dépend vraiment de comment tu installes ton setup, de la place dont tu disposes. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à installer là aujourd'hui mon setup, alors c'était la première fois que je faisais ça, donc peut-être qu'avec l'habitude, ça vient aussi, mais j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à aligner correctement le plan film avec le négatif, et ça demande du temps, ça demande des manipulations. Alors une fois que c'est installé, on peut rapidement passer l'ensemble d'une pellicule, ça c'est vrai aussi, mais si à chaque fois que tu dois numériser du film, tu dois sortir ton trépied, installer ça dans ton salon, etc., ça peut vite te démotiver. Si par contre, comme beaucoup de gens l'ont fait, j'ai vu sur pas mal de forums, tu as un endroit pour installer de manière permanente ton trépied ou ta colonne de reproduction, eh bien ça peut être beaucoup plus facile pour toi, puisque tu n'auras plus qu'à monter ton appareil photo, faire ta mise au point, passer tes négatifs, et en une dizaine de minutes, tu peux avoir numérisé un film très efficacement. De mon côté, j'obéis à des contraintes assez particulières en termes de pellicules, puisque je vais shooter énormément de pellicules, notamment quand je fais des mariages en argentique, où je reviens avec parfois plusieurs dizaines de rouleaux à numériser le plus rapidement possible. Et c'est vrai que le confort du scanner, notamment le Reflecta qui possède un système d'avancement automatique, j'ai qu'à rentrer, je mets la pellicule dans le scanner, et puis après je peux aller faire totalement autre chose. Globalement, numériser une pellicule me prend 5 minutes, puisque pendant tout le reste du temps, le scanner travaille tout seul, avance tout seul, numérise tout seul. Donc à partir de là, c'est vrai que pour moi, la voie de la numérisation avec un appareil photo est plus compliquée, puisque je n'ai pas la place pour installer de manière permanente un banc de reproduction pour mes négatifs, pour la numérisation de mes négatifs, et je possède un équipement qui est particulièrement efficace. Cependant, c'est un équipement qui coûte assez cher, qui convient pas forcément à tout le monde et qui convient pas surtout à toutes les bourses, et c'est vrai que là, selon ton utilisation, selon le nombre de pellicules que tu vas traiter, le fait de passer par ton appareil photo peut être vraiment un plus dans ton flux de travail. Au final, je pense pas que la qualité d'image soit vraiment le facteur déterminant dans le choix de la méthode de numérisation, puisque tu l'auras vu dans la plupart des comparaisons qu'on a faites, sur certaines comparaisons entre appareil photo et scanner, il y avait vraiment très peu de différence, et c'est plus une histoire de préférence de méthode et de flux de travail que réellement de qualité d'image finale. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé à y voir un peu plus clair entre les différentes méthodes de numérisation qui sont possibles aujourd'hui, soit le scanner, soit l'appareil photo. Et sache que si tu as besoin d'un trépied pour te lancer dans l'aventure, tu peux toujours aller voir dans la description, il y a une offre promo pour le trépied que j'ai utilisé aujourd'hui, qui m'a été donc envoyé par la marque KNF. En plus d'être un bon trépied pour la numérisation, c'est un bon trépied tout court, puisqu'il est en fibre de carbone, il est très léger, facilement transportable et repliable, et il m'a accompagné un petit peu partout. Franchement, je ne pensais pas être aussi séduit par ce trépied, et finalement je le mets dans mon sac assez souvent, alors que globalement je ne suis pas du tout le genre de personne à trimballer un trépied au départ. En tout cas, si tu veux plus d'infos là-dessus, c'est dans la description de cette vidéo. Dans la description, tu trouveras aussi mon site internet, mes réseaux sociaux et Box Argentique, qui est la plateforme de formation
de la chaîne où tu peux retrouver des cours en ligne, des formations présentielles, etc., etc. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!